Et ce soir, la troisième séance du cycle sur le retour de la gauche en Amérique latine, après une première séance sur le Brésil et une deuxième séance sur le Chili, deux pays où les pouvoirs progressistes gouvernent mais sans majorité et sont mis en difficulté par l'extrême droite. La séance sur le Chili s'est conclue sur un constat préoccupant avec l'échec de la transformation progressiste de la constitution héritée de la dictature Pinochet et des réformes initialement ambitieuses portées par le président Boric qui sont revues à la baisse pour trouver un accord majoritaire au Parlement ou alors mises de côté en raison de l'opposition de la droite dure qui conserve un pouvoir de nuisance très important. Le contexte régional s'est assombri le week-end dernier avec l'élection en Argentine de Javier Milei, libertarien d'extrême droite hostile aux droits des femmes, plus généralement aux droits des minorités, aux droits humains, hostile à l'État, aux politiques publiques, qui veut libéraliser le port d'armes. Euh, Heureusement, il n'a pas de majorité et il se heurtera dans ce système fédéral aux gouverneurs locaux et à l'opposition qui, nous l'espérons, parviendront à faire échouer ces projets destructeurs. En tout cas, cette élection est une démonstration de plus de la consolidation des droites radicales et de l'essor de l'ultraconservatisme en Amérique latine, mais plus globalement à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Colombie, où cette droite radicale a été battue le 19 juin 2022. Gustavo Petro, ancien guérillero du M19, ancien maire de Bogota et sénateur, et sa colistière, Francia Marquez, afro-descendante, militante des droits humains et contre l'extraction minière, ont gagné l'élection présidentielle. Ils ont été portés au pouvoir par des mobilisations sociales et des grèves massives en 2021 et aussi par une dynamique d'union de la gauche lancée dès 2019 avec la Marche patriotique et le Congrès des peuples. C'est une victoire historique dans un pays miné par plus de 60 ans de conflits armés alimentés par le trafic de drogue, où le pouvoir avait toujours été exercé par les conservateurs et l'extrême droite, qui ont réprimé violemment la gauche, les mouvements sociaux, les populations civiles et laissé prospérer les paramilitaires sous couvert de lutte anti-drogue dans ce pays des Andes qui est le premier producteur mondial de cocaïne. Rendu public le 28 juin 2022, les travaux de la Commission de la vérité mise en place en 2018 dans le cadre de l'accord de paix signé en 2016 entre le président Santos et les FARC permettent de prendre toute la mesure de ce conflit. C'est plus de 450 000 personnes qui ont été assassinées de 1985 à 2018, plus de 120 000 disparus, plus de 7 millions de déplacés. Les victimes ont surtout été les populations paysannes, rurales, les militants syndicaux et politiques, en particulier ceux de l'Union patriotique et du Parti communiste colombien durant les années 80-90. La droite et l'extrême droite au pouvoir ont mis en réalité en œuvre une guerre contre-insurrectionnelle de répression systématique de l'ennemi intérieur, qu'il soit guérillero ou militant. La droite et particulièrement le président Duque ont refusé la paix qui aurait impliqué une remise en cause des rapports de pouvoir et de domination dans un conflit qui historiquement trouve sa raison d'être dans la concentration des terres et des ressources entre les mains des élites locales, ce qui est une question centrale en Colombie comme dans beaucoup d'endroits ailleurs, mais qui se pose dans ce pays avec beaucoup de violence. Malgré les cessez-le-feu, l'accord de paix et tout le travail engagé par les acteurs locaux, et particulièrement aujourd'hui par le président et le gouvernement pour mettre en œuvre une paix totale, ça va constituer une partie importante de nos échanges d'aujourd'hui, on assiste à une reconfiguration actuellement des groupes armés, la poursuite de la guérilla par l'Armée de libération nationale, l'ELN, et d'autres groupes, et aussi on assiste à la réorganisation des cartels de la drogue et des groupes paramilitaires. Et donc, c'est dans ce contexte que Petro et la gauche gouvernent et ont réussi à construire un large rassemblement qui ouvre un espoir, même si c'est dans des conditions difficiles, puisque le pouvoir n'a pas de majorité et qu'il vient aussi de perdre les élections locales d'octobre dernier. Notre séance d'aujourd'hui se propose donc de faire le point sur les réalisations de l'agenda gouvernemental et de poser aussi la question de savoir si les premiers résultats obtenus par le gouvernement permettent d'engager des transformations d'ordre plus structurel
du modèle économique colombien, un modèle fondé sur l'extractivisme sous la domination impérialiste des États-Unis et des multinationales. On se posera donc la question de savoir si le président et son gouvernement sont parvenus à commencer à engager le pays sur la voie d'une transition d'une économie de pays capitaliste périphérique et dépendant aux exportations de matières premières à une économie plus diversifiée, fondée notamment sur une agriculture paysanne et une exploitation raisonnée des ressources et respectueuse du vivant. L'environnement étant en effet une préoccupation centrale du président Petro et des personnes qui gouvernent avec lui. Il a aussi dans ses priorités une autre approche de la lutte contre la drogue. Ça va aussi constituer une partie importante de nos échanges aujourd'hui. Une autre approche suite à l'échec de la guerre contre la drogue menée ces dernières décennies et sponsorisée par les États-Unis. Donc pour aborder toutes ces questions, on a le plaisir de recevoir ce soir deux intervenants. Jacobo Grajales, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Panthéon-Sorbonne. Bonsoir. Vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez réalisé une thèse sur les rapports entre la violence des groupes armés non étatiques et la formation de l'État à partir du cas de la Colombie. Et vous étudiez la formation des capitalismes agraires en situation de conflit et de post-conflit en Colombie, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Libéria. Et votre Bonsoir. dernier ouvrage, merci d'être là, votre dernier ouvrage est sorti en 2021 et s'intitule Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia, Beyond Dispossession. Également avec nous ce soir, Jaime Caicedo. Bonsoir Jaime, anthropologue à l'Université de Bogota, membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, président du Parti communiste colombien, dont tu as été secrétaire général après l'assassinat de Manuel Cepeda Vargas en 1994 jusqu'en 2022. Tu as également été membre de la direction nationale du pôle démocratique alternatif et tu as été élu en 2007 conseiller municipal de la ville de Bogota où tu es resté jusqu'en 2011. Merci d'être là. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer cette séance, peut-être en revenant sur ce qui a précédé l'élection de Petro et de sa colistière au pouvoir, en revenant sur les mobilisations et les grèves inédites de l'année 2021 qui se sont opposées à la réforme fiscale proposée par la droite et le président Duque, mais plus largement qui se sont élevés contre le désastre des politiques néolibérales et d'austérité. Un mouvement qui était hétérogène, mais qui a parvenu à faire converger les différentes composantes de la société colombienne. Un mouvement aussi qui a subi une lourde répression, ce qui fait aussi écho au cas chilien, où en 2019, il y a eu cet estadio social réprimé par la droite, mais qui a créé les conditions d'une arrivée au pouvoir de la gauche. Alors peut-être pour cette première question, je passerai la parole d'abord à Jaime. Bon, non, c'est bien comme tu dis, la situation des derniers 25 ans a évolué dans le voie du néolibéralisme économique imposé, imposé et, avec l'aide d'une guerre intérieure, d'une guerre civile et d'un interventionnisme des États-Unis qui n'est pas camouflé, qui était ouvert sous l'idée de combattre la drogue. Mais ce qui est important, d'après ce que tu suggères, c'est l'idée de la croissance des rébellions populaires, des expressions des inconformités et des protestes sociales qui se sont accrues tout le long des derniers 30 ans, presque, on peut dire, et après les réformes néolibérales de, de la fin du siècle dernier. Donc, ce qu'il y a de nouveau, ce qui a déclenché de notre point de vue un peu et a débloqué la situation du point de vue politique en Colombie,
en plus de ces mobilisations et mouvements très importants, estallidos même, c'est la signature d'un accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, l'État colombien. Un accord qui s'est penché sur le gros problème du pays, de la nation, les problèmes agraires. La Colombie est un pays arriéré du point de vue agraire, et avec de l'accumulation de terres aux mains privées qui vient depuis de décennies, mais qui se aiguisait du point de vue de concentration de terres et aussi par le grand patron de la drogue. Et encore, nous devons dire que dans cette situation-là, euh, l'accord de paix qui a parlé très clairement sur la situation de l'absence d'une réforme agraire dans le pays et a touché également d'autres situations qui ont à voir à la politique de répression des violences, ce que tu as dit sur l'anticommunisme, la question contre-insurgente comme partie de politique publique, pas seulement contre les guérillas, mais contre les militants et les activistes du mouvement social ouvrier, etc. Et encore, la, la possibilité d'ouvrir la démocratie. Nous avons dit que, à la différence des dictatures latino-américaines d'auparavant qui avaient fermé, disons, les possibilités d'expression, dans la Colombie, il n'y a pas eu de dictature militaire tout récemment, mais le régime de la dite démocratie représentative a été plus réactionnaire et plus violent, et même il a été marqué par un génocide des dirigeants de la gauche. Donc, qui s'est ouvert après comme occasion de la signature de l'accord de paix, ça a été un peu la possibilité d'avancer vers une ouverture démocratique vraiment importante, et vers un changement politique qui emporte avec l'avalanche de lutte la nécessité d'un changement politique et d'une transformation de l'ordre politique. Ça a été un peu le résultat qui s'est exprimé l'année dernière avec le triomphe du pacto historico et puis l'arrivée au gouvernement de Petro et Francia Marquez. Mais nous savons que cela n'est pas qu'un pas en avant, c'est pas tout. Nous n'avons pas une révolution, nous sommes face à l'essai d'un changement démocratique dans des conditions d'une confrontation très forte avec l'extrême droite. Derrière cette extrême droite, c'est les États-Unis, c'est l'impérialisme, c'est la géopolitique de domination vers l'Amérique latine. Les États-Unis ne veulent perdre son allié dit stratégique au continent, c'est pas facile, ça fait se séparer de cette institution, créer, digamos, des conditions nouvelles d'indépendance, de souveraineté. Il y a une présence militaire des États-Unis, il y a des engagements qui viennent depuis 50, 60, 70 ans qui n'ont pas changé. Et nous nous rapprochons cette même semaine de célébrer, de commémorer le 7e anniversaire de la signature de ces accords de paix. C'est un peu ce qu'on est en train de faire d'ici demain, les restants jours de cette semaine, et faisant, mettant
l'accent sur l'importance de l'accord de paix et de la politique de paix totale qui a posé le président Petro. C'est une question très importante dans la conjoncture colombienne et latino-américaine et nous savons que cela est lié tout à fait à la situation mondiale. Donc, je crois que c'est un peu ce que je voulais dire d'entrer un peu, Christelle, sur la question que tu posais. Merci Jaime. Giacobo, comment vous interprétez un petit peu ce soulèvement social avec cette spécificité colombienne, effectivement, d'une revendication de mettre en œuvre les accords de paix, donc d'une envie de vraiment concrétiser la paix après la signature en 2016 des accords, mais qui ne s'est pas forcément traduit concrètement sur le terrain. Oui, merci. Merci pour cette question. Alors, peut-être juste pour contextualiser les choses, pour que tout le monde ait un petit peu en tête la chronologie. Donc, l'arrivée de l'actuel gouvernement au pouvoir doit être replacée, à mon sens, dans une chronologie de mobilisation sociale qui démarre notamment aux alentours du mois de novembre 2019, lorsqu'il y a des très grosses mobilisations partout dans le pays, qui se poursuivent sur toute la fin 2019, le début 2020, et qui en réalité s'arrêtent par le confinement du pays au moment de la crise du Covid-19. Et ce sont des mobilisations qui mêlent en fait un agenda qui est à la fois un agenda économique, puisqu'on est en train à l'époque de dénoncer un plan d'austérité qui est proposé alors par le gouvernement donc du président Duque, alors au pouvoir depuis 2018, et qui associe à ça un agenda politique autour donc de la mise en œuvre de l'accord de paix, mais aussi autour de finalement la réalisation de tout un tas de promesses sociales et politiques de participation, d'ouverture, de mise en œuvre de politiques territoriales dans les territoires notamment les plus marginalisés du pays. Donc ce cycle de mobilisation s'arrête brutalement avec le confinement du pays. Durant les mois de la crise du Covid, on voit il y a il y a des moments avec des violences, notamment des violences policières, une répression assez forte donc des gens qui sortent dans la rue, des choses de ce type-là, mais on voit quand même une colère qui est un peu restée sous ce moment en fait de confinement. En 2021, cette mobilisation sociale s'exprime de nouveau. C'est une mobilisation extrêmement forte qui est réprimée aussi très fortement. Et donc là, on voit une autre revendication émerger qui est celle de la lutte contre les violences policières. Faut garder à l'esprit qu'en fait, en 2021, lors des mobilisations qui ont duré plusieurs mois, il y a eu environ 80 personnes qui ont été assassinées par la police, et dont un certain nombre de personnes qui ont été portées disparues et qui ont disparu dans des conditions très obscures. Donc on voit à l'époque une sorte de tournant autoritaire en fait du gouvernement de Duque qui de plus s'accroche à cette idée de ne pas mettre en œuvre les accords de paix, voire de démonter les quelques conquêtes politiques et sociales qui avaient été inscrites dans ces accords. Et c'est dans cette temporalité que s'inscrit en fait une mobilisation très forte, notamment dans les zones marginales du pays, dans les régions les plus délaissées par la puissance publique, et qui ont massivement voté en fait pour la candidature de Gustavo Petro et de Francia Marquez en 2022. Si l'on regarde d'ailleurs la géographie du vote, on voit une géographie extrêmement fragmentée, avec un vote très important pour cette candidature. Dans certaines municipalités, on est à 80-90% au second tour,
pour la candidature de Petro et de Marquez, et dans ces zones marginales, et le centre du pays, les villes des Andes, les régions les plus prospères, les plus connectées à une économie dynamique, les plus modernes, dans lesquelles les infrastructures sont de meilleure qualité, ont beaucoup plus voté pour les candidats de la droite, à la fois au premier et au second tour. Donc voilà pour replacer un petit peu cette arrivée au pouvoir de la gauche dans ce contexte de mobilisation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des revendications composites. C'est une revendication économique et sociale. C'est une revendication aussi de justice fiscale. Si on remonte aux mobilisations de 2019, le point de départ, c'était une contestation d'une réforme fiscale. Une réforme fiscale qui faisait peser le coût de l'ajustement sur les classes populaires et les classes moyennes. Et c'est aussi, et donc à côté de cet agenda politique et social, il y a un agenda territorial, de la justice territoriale, il y a un agenda environnemental, il y a un agenda des droits notamment des minorités, qui a été qui se rattache aussi à toute la mobilisation très forte des Afro-Colombiens et des populations indigènes autour notamment d'un certain nombre de mouvements sociaux proches de Francia Marquez. Voilà, donc on doit comprendre en fait l'arrivée de la gauche au pouvoir dans cette multiplicité d'agendas qui convergent en 2022. Merci Rakobo. Mais cette victoire, elle est quand même surprenante parce que c'est vrai que historiquement, par le passé, tous les candidats qui contestaient le pouvoir de l'oligarchie et qui avaient une chance de l'emporter ont systématiquement été assassinés. Donc c'est vraiment une rupture historique là et une prouesse qu'a réalisée la gauche. Donc nous, on aimerait un peu comprendre comment finalement ça a été rendu possible. Et est-ce que c'est grâce à ce rassemblement large qui a été construit avec le rassemblement des forces que vous venez de décrire, la création en 2021 du pacte historique, qui a été donc une coalition électorale qui s'est construite sur la base d'un programme. Donc, comment ça s'est fait concrètement? Comment ça a permis vraiment cette victoire? Et après, plus largement, il y a eu la constitution d'une alliance, d'une coalition des forces jusqu'au centre pour sécuriser un peu les choses et favoriser les conditions d'une victoire. Donc, c'est vrai que pour nous, on aimerait comprendre depuis notre point de vue en France, en Europe, comment cette victoire a été possible dans les conditions particulières de la Colombie. Est-ce que c'est aussi l'expression plus des échecs de la droite? Ou est-ce que c'est vraiment une victoire pleinement positive de la gauche qui a réussi à se mettre en phase avec les aspirations sociales et les revendications portées par les mouvements que vous venez de décrire? Donc, Raimé, est-ce que tu peux nous apporter des éléments de réponse sur ces questions? Bien sûr, bien sûr. Je crois que ce que tu poses, c'est tout à fait inscrit dans la situation. Euh, on avait dit, et même Jacobo l'a posé également, euh, il y a une croissance de l'inconformisme dans le pays, de la protestation et des mobilisations sociales qui est tout à fait euh, euh, enregistré du point de vue euh, euh, statistique depuis le début du siècle. Mais ce qui est important de noter, c'est que cela a coïncidé con une intensification de la guerre contre-insurgente. Tu vois, il y a le plan Colombie qui vient début des années 90 et qui, dont l'offensive s'est accrue. Le développement du paramilitarisme s'est développé surtout dans les années 80 et puis dans
la première décennie du 21e siècle en Colombie. Ça a été une étape très dure de contraposition avec la droite appuyée par le plan Colombie des États-Unis et par l'affrontement militaire très fort dans plusieurs régions du pays euh, qui était situé dans une idée de défaite militaire des guérillas, d'extermination et de contrôle du point de vue de l'appareil du pouvoir d'une façon, disons, d'orientation militaire. Ça a été la politique dite de sécurité démocratique d'Uribe, etc. Mais c'est justement dans ces conditions-là où s'est commencé à dérouler un processus de regroupement de forces. Pas seulement de mobilisation très importante, très grande, surtout dans les périphéries, des mobilisations des indigènes dans le sud-occident du pays, et Cauca, et, enfin, les marches indigènes et afro, et, mais également le regroupement des forces de la gauche. Nous avons eu une expression très importante dans le pôle démocratique alternatif, surtout entre les années 2002 à 2006 au moins, qui était très important, même avec la candidature de, de l'ancien magistrat, M. Carlos Gaviria, qui a réussi à voir dans ce premier essai d'unité de gauche, quelques 2 millions 600 000 voix. Et jamais la gauche avait une telle montée de vote en Colombie. Mais ça a été un moment d'une situation. Après, vers la fin de la première décennie du siècle, nous avons vu un nouveau phénomène très important qui était celui des marches patriotiques. Marche patriotica a mobilisé les périphéries du pays avec une très importante présence de régions qui ont été toujours soumises à l'oubli du gouvernement de Bogota et qui a représenté également une base sociale très clairement marquée de l'importance sociale du mouvement armé, particulièrement des FARC. Donc, cela a joué un rôle important dans la croissance du mouvement contre la guerre pour la solution politique, comme on l'a nommé. L'idée d'une solution politique, d'une issue politique de la guerre, d'avoir des pourparlers, de dialogue, mais également de travailler sur l'idée de sortir de la guerre à travers des changements politiques et de mesures d'ouverture démocratique et des mesures qui misent fin à la guerre comme une confrontation permanente. Même le cessez-le-feu qui a été exigé durant surtout après 2010 et 2012, quand s'est commencé le dialogue à La Havane entre le gouvernement de Santos et les FARC. Donc, nous avons dialogué dans des conditions où le commandement sud des États-Unis posait la question de maintenir le pourparlers, mais sans cesser le feu. C'était une très forte lutte dans les rues, dans les capitaux, dans les diverses régions du pays, exigeant le cessez-le-feu comme une partie. Et puis, il y a eu les grandes démobilisations de 2013. La mobilisation de 2013 n'avait pas eu
de comparaison avec le passé. C'est une grève paysanne qui a couvert le pays entier et qui a mobilisé des gens comme jamais on l'avait vu, de point de vue de mobilisation qui portait à la question paysanne, qui portait. Cela n'avait pas de relations directes avec ce qu'on parlait dans la Havane. Dans la Havane, on discutait les questions fondamentales de l'accord de paix, tout cela. Mais en Colombie, il y avait une situation sociale tout à fait explosive qui a montré, disons, les, les portées possibles de ce qui était uni à l'idée d'une solution, d'une issue politique, pas d'une issue de guerre, mais d'une issue politique. Et donc, cela a renforcé, de notre point de vue, l'idée des accords de paix comme une alternative dans la situation du pays. Donc, en plus de cela, c'est une troisième chose importante, c'est l'avancée des accords de paix parmi les forces de la gauche. Nous avons eu une situation très difficile à l'année 2010 du point de vue de la gauche, mais cela s'est commencé à recomposer après disons, les débuts des dialogues de paix à la Havane, et cela a permis d'une décision de la gauche de voter en 2014, voter en 2014 en appui de M. Santos, qui n'était pas notre candidat, n'était pas le candidat de la gauche. Le premier tour des élections de 2014 était gagné par la droite d'Uribe. L'extrême droite avait gagné l'élection. Et c'est la décision de la gauche d'appuyer Santos en 2014 qui a permis de continuer le dialogue de la Havane et de conclure, disons, ce sont des questions qui ont des portées stratégiques, disons, du point de vue des questions qui nous permettent aujourd'hui de nous expliquer un peu comment cela a pu avancer dans les conditions qui ont finalement fini d'être. Et encore, à la fin, disons, à l'accord de paix en 2016, nous avons une situation très grave, puisqu'il y a eu un plébiscite. Tu te rappelles bien qu'il y a eu un plébiscite le 2 octobre 2016 qui a gagné la position contre l'accord de paix. Cela a fait trébucher un peu l'avancée, mais quand même, c'est signé finalement le 24 novembre. Voilà, c'est en arrière l'accord final de paix au théâtre Colón à Bogota. C'était, disons, le début de des réformes qui ont été orientées fondamentalement par le gouvernement Santos dans l'idée de donner les conditions institutionnelles, législatives, à que cet accord de paix s'intègre à l'organisation institutionnelle du pays. Et donc, l'accord de paix fait partie du bloc constitutionnel de la Colombie. Il n'est pas une question à part, comme on a prétendu dire de part de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, qu'on pouvait renverser cela simplement d'un gouvernement à l'autre. Non, c'est une question qui était inscrite dans la constitution colombienne, même si c'est à travers de points transitoires comme la juridiction spéciale de paix, par exemple, la dite HEP, qui fait partie de la justice dite transitionnelle et qui est un des points de référence les plus importants qui a permis aujourd'hui commencer la
faire courir la justice de face au paramilitarisme comme politique d'État. Le paramilitarisme, le terrorisme d'État comme une politique acceptée. Au mois de janvier de cette année 2023, le tribunal de justice de San José, en Costa Rica, a condamné l'État colombien comme coupable de génocide durant au moins 20 ou 25 ans et donc du génocide de l'Union patriotique et tout cela. C'est une question très importante parce que c'est cet État-là qui a été battu, disons, dans les élections de l'année dernière, comme disait Jacobo, qui a été mis sur l'accusation d'être un État qui a commis des violations systématiques, continuées de droits de l'homme, avec la complicité de la communauté internationale durant toute cette période. Ce n'est pas quelque chose de moins important. Et finalement, l'idée, comment le pacte historique a ramassé cet ensemble de questions et de situations nouvelles qui se sont exprimées dans une forme électorale, mais fondée sur un programme. Il y a une base programmatique qui n'est pas une base programmatique inventée dans les bureaux ni dans les instituts d'université, mais qui a été un peu ce qui a été le résultat de mobilisation de tous ces 20 ans antérieurs. Voilà. Ce sont des revendications très ressenties par la population et des réformes très contenues qui n'ont pas pu se réaliser pendant des années et qui aujourd'hui se sont posées comme des questions urgentes pour résoudre les grosses inégalités d'une société comme la société colombienne. La Colombie est parmi les 4 pays les plus inégaux du monde, donc ce n'est pas une question banale, disons, de dire qu'on a touché un peu le cœur du problème traditionnel de la Colombie. Merci Raimé. Alors, je pense que c'est chez toi qu'il y a beaucoup d'animation autour de toi, de la musique, beaucoup de bruit. Alors, du coup, je ne sais pas si tu as la possibilité d'agir là-dessus, sur ce bruit, mais si tu peux essayer de le réduire, ce serait bien. Et puis, couper ton micro quand la parole est à Jacobo ou quand moi je parle. Comme ça, on a moins de perturbations sur la ligne. Jacobo, je vous laisse la parole. Oui, alors peut-être pour revenir rapidement sur votre question initiale qui était celle de savoir qu'est-ce qui explique en fait l'arrivée de la gauche dans un contexte où elle avait été exclue du pouvoir. Je pense que je reviendrai sur quelque chose qui a été dit par Jaime, en fait, c'est l'accord de paix qui ouvre un contexte politique qui n'est plus défini par la polarisation entre la défense de l'ordre établi, de l'ordre étatique, et des formes d'action insurrectionnelles. C'est l'un des éléments qui a rendu finalement la tâche relativement facile aux différents pouvoirs de droite des 30 dernières années, depuis au moins la fin des années 80, c'est le fait que l'accusation d'association avec les groupes insurgés et fonctionnait comme une forme de décrédibilisation de la gauche. Et c'était
depuis le début des années 2000, le champ politique colombien s'était polarisé entre ceux qui étaient partisans de la manière forte, donc c'est toute la droite radicale qui se recomposait autour de l'ancien président Álvaro Uribe, et des gens qui étaient partisans d'une forme de négociation, d'ouverture négociée, enfin de résolution négociée au conflit, où l'on trouvait une bonne partie du centre et disons de la gauche. Cette polarisation du champ politique, elle a disparu au moment des accords de paix, puisque la droite a tenté d'utiliser une forme de dénonciation de la supposée générosité de ces accords pour arriver au pouvoir en 2018. Ça a marché. Mais à partir de là, quelque part, la ficelle s'est usée. Et la polarisation, cette polarisation s'est dissipée et le champ politique s'est recomposé autour d'autres enjeux. D'où, en fait, l'émergence des enjeux liés à des revendications économiques qui, auparavant, avant 2016, étaient masquées par la question du conflit armé. De la même façon, toutes les revendications identitaires autour des identités indigènes, des identités afro-colombiennes, des identités sexuelles, des droits individuels liés au genre, à l'orientation sexuelle, tout cet agenda des droits qu'on retrouve dans les mouvements de gauche aujourd'hui en Europe et en Amérique latine et qui est enfin, qui caractérise en fait la vague actuelle en Amérique latine par rapport si on la compare à celle du début des années 2000. Toutes ces revendications elles ne peuvent émerger que parce que l'accord de paix recompose le champ politique. À ça, il faut ajouter évidemment tout ce qui a été dit par Jaime autour de la structuration des mouvements de gauche, de la capacité aussi de construire par le bas, au niveau territorial notamment, des mobilisations électorales qui se basent aussi sur le succès des mobilisations sociales. Il y a une sorte de convergence dans plusieurs territoires entre mobilisation sociale et mobilisation politique qui explique en fait la victoire très massive du projet de ce bloc de gauche qui a amené Gustavo Petro au pouvoir, parce que ce sont des gauches plurielles, autour justement, et l'explication, si on regarde les choses par le bas, c'est la capacité des mouvements sociaux à mobiliser des populations qui historiquement étaient très largement exclues en fait du jeu électoral. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui nous permettent de mieux comprendre. Alors venons-en maintenant à l'agenda gouvernemental de Petro, qui effectivement tente de répondre à ces revendications économiques, sociales et ses aspirations en termes d'accès aux droits fondamentaux. C'est un agenda de réforme qui est ambitieux. La première étape, ça a été la réforme fiscale, que Petro a pensé un peu comme ailleurs aussi dans d'autres pays, comme la mère des réformes, pour permettre plus de justice sociale dans un pays fortement inégalitaire, vous le rappeliez. Cette réforme fiscale, elle est passée au début du mandat. Donc peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu sur ces résultats concrets, comment elle arrive à assurer davantage de justice. Et puis ensuite, il y a une déclinaison de réformes, réforme de la santé, réforme du travail. La réforme de la santé, elle a fait tomber la première coalition gouvernementale, mais finalement, elle a été votée. Qu'est-ce qu'elle permet dans un système effectivement qui était très libéralisé, avec des acteurs privés qui s'enrichissent et qui se sont enrichis dans le domaine dans le secteur de la santé et qui ne permettaient pas à la grande majorité de la population d'avoir accès aux soins. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne les réformes dans le monde du travail, dans une société colombienne où la plupart des travailleurs sont dans le secteur informel. Donc, il s'agit aussi de faire des contrats de travail qui garantissent un certain nombre de droits aux travailleurs. Donc,
En fait, il s'agit maintenant de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sur ces sur ce programme de réforme, en commençant donc par la réforme de la fiscalité. Et puis, on a aussi la question de la réforme des retraites, qui est gérée par des fonds de pension, comme dans tous les systèmes néolibéraux. Quelles sont les ambitions du gouvernement et quelles sont les réalisations également dans le secteur de l'éducation, dans l'accès à une éducation publique de qualité? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des choses qui ont été réalisées? Donc peut-être, Jaime, tu peux apporter des éléments. Oui, les réformes, ça a été le grand apport, euh, au moins pour mettre à table les questions centrales d'un gouvernement dans un pays qui était enfermé très longtemps dans les conditions de, de, de pas d'avance dans le camp des transformations sociales, par exemple, mais qui a été en plus euh, cerné par le néolibéralisme dans les années 80 en particulier et le début du siècle, euh, avec de contre-réformes qui ont encore créé des conditions plus difficiles pour les populations. C'est-à-dire, nous venons de vivre presque 30 ans de néolibéralisme, et néolibéralisme violent qui a transformé le pays et a fait plus profonde les, les, les vides du point de vue de ce que les populations réclament aujourd'hui quant aux conditions sociales de vie. Et comme il est un peu inscrit dans la logique que nous venons d'exprimer, le point le plus important, je dirais, c'est la réforme agraire. Nous savons maintenant, pour la première fois, depuis ces 70 ans au moins, des conditions de réforme agraire, de redistribution de terres, et que le gouvernement Petro a accepté de se mettre à l'œuvre, d'avoir quelques 3 millions d'hectares de terres bonnes, de bonnes terres, euh, pour qu'elles soient distribuées parmi les paysans sans terre ou avec très peu de terre, pour une distribution gratuite, disons, de terre pour les paysans sans terre ou avec très peu de terre. Et il y a encore une autre partie de cette politique de réforme agraire qui pose la question de légaliser, si l'on peut dire, légitimer la possession de à peu près 7 millions d'hectares qui sont déjà appropriés par les paysans, mais qui n'ont pas de statut légal et qui ne sont pas reconnus comme tels. Et puis d'autres parties de terre qui sont dans le maître des gros propriétaires fonciers qui, qui, qui sont de façon illégitime dans les mains, qui ont été accumulés dans des conditions de violence, de répression et de possession. Donc, la réforme agraire n'a pas eu besoin de de grands débats au Congrès de la République, puisqu'il y avait des conditions légales suffisantes pour la mettre en œuvre. On, on- on a des difficultés, c'est par les conditions politiques, par la présence du paramilitarisme, par la présence et l'attitude des secteurs qui ne facilitent, ne favorisent pas la possibilité que cela avance plus vite.
mais nous avons déjà des désavantages relatifs dans la production, surtout de nourriture et la production. Et en Colombie, il n'y a pas de manque de nourriture. En Colombie, il y a des questions d'inflation qui ont d'autres causes qui ne sont pas exactement le manque de production agricole. Et les autres réformes qui sont mises sur la discussion sont plus complexes. Il y a la réforme de la santé qui a été privatisée en Colombie. L'argent des gens, des travailleurs, des impôts des gens sont contrôlés euh, administrativement par des intermédiaires privés. Cela est quelque chose à laquelle ils ne veulent pas se laisser de côté. Ils veulent maintenir ce contrôle d'une façon très forte, également dans la question des retraites. En Colombie, il n'y a pas un système de retraite qui soit vraiment euh, démocratique. Et il y a seulement une partie de la population âgée qui peut accéder aux retraites. La plupart des populations, des gens âgés, n'ont pas l'opportunité d'avoir. Maintenant, il y a quelques apports du point de vue de quelque chose de semblable à une espèce de rente commune, mais très basse encore, qui ne résout encore le problème. Il faut y avoir une réforme de retraite qui permette de démocratiser là. Donc, santé et retraite sont contrôlés par le secteur du grand capital financier et cela ne permet pas d'avancer. Ils sont ils sont majoritaires encore au Congrès et cela fait difficile, disons, que cela puisse avancer. Et la réforme, disons, structurelle plus profonde de ce camp de réforme est celle du travail, celle l'inexistence dans notre pays d'une espèce de, de, de code de travail que garantisse des conditions dignes aux travailleurs face à la précarisation du travail. Disons, le néolibéralisme de la globalisation a créé des conditions d'extrême surexploitation du travail et des possessions de petits paysans et de petits entrepreneurs. Et cela a des répercussions très fortes, disons, dans l'appauvrissement de la population et surtout la dépression des couches moyennes qui souffrent le poids d'une situation très difficile, aggravée par la pandémie, enfin, toutes les questions que nous connaissons déjà. Donc, je conclus à ce que je veux dire. D'une part, il y a une très importante réforme fiscale l'année dernière qui a permis de gagner, a été une réforme fiscale progressive, a touché la concentration de l'argent dans les mains de certains secteurs très forts du capitalisme et de l'emprunt des patrons. Et on essaie de faire que cela soit applicable aux nécessités. On a créé également un plan national de développement qui est parti de la planification d'État très intéressant, très important, qui permet d'utiliser ces fonds additionnels à la solution des nécessités, surtout le thème de la femme dans le pays. Femme zéro dans le pays, qui était un des drapeaux de la lutte du pacte historique
de faire face aux questions de la famine dans le pays, qui est tout à fait pronostiquée depuis longtemps, même par du point de vue des statistiques internationales. Et nous avons des difficultés de l'ordre bureaucratique, disons, pour que cela avance plus vite. Il y a des conditions, il y a des ressources, il y a du budget de la part de l'État. Et il faut maintenant que cela s'accélère du point de vue de que les résultats soient tangibles, soient perceptibles par les populations et pour les gens. Nous avons hérité des gouvernements antérieurs une, une hausse permanente du prix de l'essence et des carburants, disons, des combustibles, qui est déterminée par la situation de la crise mondiale du pétrole, etc., et qui a des répercussions très négatives, puisque tous les mois, jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, il y aura des augmentations du prix des carburants parce que il y avait un fonds qui a été créé pour cela et qui a été gaspillé dans le gouvernement antérieur. Il a fallu recomposer cela du point de vue de, de la préventivement aux situations de difficultés du point de vue. Et même le gouvernement a posé la question d'une espèce de changement du modèle énergétique du pays, et de ne pas s'appuyer plus sur le carbone et avancer du point de vue de l'énergie à d'autres formes d'énergie propre. Cela, donc, ce sont les questions qu'on peut dire. On avance dans l'application du plan national de développement avec des ressources. Il y a des difficultés pour les réformes au Congrès où le pacte historique et le gouvernement n'ont pas une majorité. Et on essaie de recomposer un peu les conditions, voir si les réformes à la santé, les réformes aux retraites, les réformes au travail peuvent avancer. Ça, c'est un coup de bouteille très fort à ce moment. Et nous appelons à la mobilisation populaire. Nous appelons également à essayer de faire que les résultats des élections tout récentes dans les régions permettent également de recomposer la situation du Congrès du point de vue des coalitions favorables aux réformes. Cela n'est pas facile, mais le président Petro travaille un peu à chercher de gagner de nouveaux alliés dans cette perspective-là des réformes au Congrès qui est un des coups de bouteille les plus difficiles à ce moment. Merci Jaime. Jacobo? Oui, peut-être pour revenir sur un point qui me semble important, c'est celui des perspectives de mise en œuvre de ces différentes réformes. Donc, effectivement, la réforme la réforme fiscale a été adoptée et mise en œuvre très rapidement dès la fin 2022. En revanche, la deuxième grande réforme qui a été entamée, c'est celle de c'est la réforme à la santé. Et comme vous l'avez dit dans votre propos initial, cette réforme à la santé, elle a fait exploser la majorité, qui était une majorité fondée sur une sorte d'alliance entre donc le bloc de gauche qui avait amené Petro au pouvoir et puis des secteurs du centre. Je pense que
il y a plusieurs choses qui sont en cause dans la difficulté de la mise en œuvre de cette réforme à la santé et qui va se retrouver sur les autres réformes sociales, donc réforme des retraites et réforme de la régulation sur le travail. Il y a un premier élément, c'est clairement bon, une résistance assez forte d'un certain nombre de secteurs sociaux, économiques. Il faut moi, je nuancerais un peu l'idée selon laquelle la Colombie est un système du pur néolibéralisme, puisqu'en fait, en politique, il y a rarement des choses qui sont pures. En réalité, c'est le système qui existe actuellement en Colombie est le fruit d'une histoire, d'une recomposition, de lutte politique et puis de compromis aussi. Le meilleur exemple de ça, c'est le système de retraite, qui en fait n'est pas un système purement privé, puisqu'il y a un système mixte. Il y a un système privé avec des fonds de pension, ce à quoi on est habitué dans tout un tas de pays, mais le système public a été gardé. Puisque l'idée, c'était à terme de remplacer le système public par un système de fonds de pension. Sauf qu'il y a une résistance qui a permis de garder ce système public. Le gouvernement de l'époque et un certain nombre de secteurs politiques avaient parié sur le fait que il y aurait une masse critique de gens qui passeraient sur le système privé. Et donc, on avait aussi cherché à avoir toute une communication en disant aux gens, attention, en fait, le système public, il va se casser la figure, donc il faut aller vers le fonds de pension. Il y a des gens qui sont partis suivant cette communication. Il y a tout un tas de gens qui sont restés. Et en fait, aujourd'hui, les gens qui sont restés ont des conditions de départ à la retraite qui sont bien meilleures que celles des gens qui sont partis dans le système privé. Aujourd'hui, dans le système privé, on a un système de calcul par capitalisation. Donc, c'est selon ce qu'a rapporté l'argent que vous avez mis dans le fonds que vous touchez ensuite une pension. Alors que dans le système public, vous avez un système de calcul qui se rapproche de celui qu'on connaît en France ou dans d'autres pays européens, où c'est le salaire pendant les dernières années de votre carrière qui détermine votre pension. Donc évidemment, c'est beaucoup plus avantageux pour le retraité. Mais donc voilà, juste pour nuancer cette idée-là, parce qu'en fait, c'est dans ce contexte, finalement, d'un système institutionnel extrêmement complexe qui est le fruit du démantèlement d'un ancien modèle social qui fonctionnait tant bien que mal, parfois mal, parfois plus mal que bien, mais qui avait le mérite d'exister. Et c'est dans cette temporalité-là que les réformes actuelles se placent. Alors, quelles sont les difficultés à mener, à mettre en place ces réformes sociales? Et ensuite, je reviendrai sur la réforme agraire parce que je pense que c'est une question à part. Le problème des réformes sociales, c'est qu'il y a donc cette résistance assez forte de toute une partie du spectre politique. Le centre, notamment, a retiré son soutien au président dans le cadre de la réforme à la santé, notamment parce il critiquait le manque de préparation de la réforme, c'est-à-dire que la réforme a été présentée avec une planification qui était assez déficiente. Et ça, il faut le reconnaître. C'est de l'avis de tous les experts. Enfin, le gouvernement a étonné par son manque de préparation, puisqu'ils sont arrivés au Congrès avec un projet de loi qui répondait pas du tout en fait aux questions que se posaient, y compris des gens qui étaient séduits par l'idée d'une réforme à la santé beaucoup plus progressiste qui allait élargir la couverture santé aux populations les plus démunies, aux territoires les plus délaissés, etc. Donc il y a un manque de capacité administrative à monter la réforme, qui s'explique en partie en fait parce que du fait que il faut tout à l'heure vous disiez en fait la gauche elle arrive au pouvoir ayant été exclue historiquement du pouvoir, ça veut dire aussi qu'en fait il n'y a pas de personnel politique avec une expérience de gouvernement.
différentes nuances de droite et de centre se sont succédées au pouvoir pendant les dernières décennies, ce qui permettait en fait la création aussi d'un personnel administratif qui circulait entre les gouvernements, qui avait une capacité de gestion de l'État, de la chose publique. En Colombie, il y a les fonctionnaires de carrière sont très peu nombreux, ils sont très rarement à des postes de direction. Toutes les personnes qui sont à des postes de direction, c'est des personnes qui circulent en fait. C'est un système, ce qu'on appelle un spoil system, c'est-à-dire c'est la majorité qui arrive, qui remplace tout le personnel administratif de direction. Donc ce personnel administratif, il appartient en fait à toutes ces anciennes majorités. Et en 2022, lorsque la gauche arrive au pouvoir, il n'a personne à mettre là. Donc il y a eu toute une circulation depuis les mouvements sociaux, depuis l'université aussi. Il y a énormément de mes collègues qui ont intégré en fait des postes dans l'administration, mais ça fait que faire tourner la machine étatique lorsque vous n'avez pas de personnel habitué à gouverner, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est le talon d'Achille du gouvernement qui a permis aussi à ses principaux critiques d'enfiler des attaques sur sa capacité à mettre en œuvre les réformes, et donc a fait aussi basculer toute une partie des gens qui étaient hésitants, qui avaient peur du changement, mais qui en même temps auraient été prêts à le soutenir dans l'opposition, du fait de la peur d'une réforme mal maîtrisée. C'est dommage parce qu'en fait la réforme des retraites et la réforme, donc là je vous parle surtout de la réforme à la santé, la réforme des retraites et la réforme du travail, elles étaient beaucoup mieux préparées. La ministre du Travail est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le système de négociation, la négociation avec les partenaires sociaux, tout l'appareil législatif et la régulation autour du travail. Et il aurait été beaucoup plus habile de la part du gouvernement, et personnellement, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont fait, de faire passer d'abord ces réformes-là qui étaient prêtes, plutôt que la réforme à la santé qui était clairement pas tout à fait cuite. Ensuite, pour ce qui est de la réforme agraire, c'est un chapitre à part parce que, comme le rappelait Jaime, elle ne nécessitait pas en fait l'adoption de nouvelles lois. Et c'est une chance, puisque tout le processus législatif est extrêmement long, et on le voit actuellement. Puisqu'en fait, la loi, elle existe. Enfin, tout l'arsenal législatif de toutes les régulations existent pour mettre en place globalement en fait une redistribution des terres non mises en valeur, avec la carotte et le bâton de l'État, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un grand propriétaire foncier, que vous avez tendance à accumuler de la terre dans une visée spéculative, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très, très pervers dans le système foncier colombien, c'est que le foncier rural est très peu taxé. Vous pouvez être propriétaire de 10 000, 20 000, 30 000 hectares et payer des taxes qui sont inférieures à celles d'un petit appartement en ville. Donc du coup, ça encourage en fait tout un tas de riches ruraux, de personnes de la classe dominante des espaces ruraux, à accumuler de la terre dans une visée spéculative, dans une visée aussi de prestige social, de domination sociale. C'est aussi quelque chose qui est lié à la politique locale, la capacité à avoir des travailleurs, à avoir des fermiers sur ces terres, etc. C'est une capacité de mobilisation politique dans le meilleur style disons, du modèle de l'hacienda latino-américaine que l'on connaît. Et donc, ce système-là, démonter ce système-là nécessite que l'État, avec la législation existante, si on se limite à cette législation existante, nécessite que l'État applique une législation qui dit que la terre a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste l'accumuler comme ça. Si on s'en sert pas, il faut qu'on la revende.
Et l'État peut se porter acquéreur de ce foncier de façon à le redistribuer à des gens qui en ont besoin et qui ont la capacité de travailler. Et donc, ça vient aussi avec tout un paquet de politiques de développement rural. Et ça, c'est une législation qui existe depuis les années 30, en fait. Donc, mais qui n'a jamais été mise en œuvre, justement, parce que les conditions politiques... Enfin, si, elle a été mise en œuvre à certains moments, mais sur des périodes très courtes, à la fin des années 60, donc entre 68 et 72 à peu près, à la fin des années 80. Mais voilà, donc les conditions politiques, disons, se sont toujours retournées contre cette réforme agraire. Alors maintenant, le principal obstacle dans ce cas-là, c'est pas, on l'a compris, c'est pas un obstacle législatif, ça se joue pas dans les institutions centrales, ça se joue en fait dans les espaces locaux où les pouvoirs locaux font une opposition extrêmement forte à la mise en œuvre de la réforme agraire. Alors les situations sont très variées, hein. Il y a des régions dans lesquelles les gens ils sont plutôt d'accord pour vendre parce qu'en fait ils voient aussi des possibilités économiques de réinvestissement du profit qu'ils peuvent faire en revendant une terre à l'État, etc. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est un manque de collaboration des pouvoirs locaux, y compris en fait des collectivités territoriales. C'est-à-dire, donc la Colombie est un système décentralisé, donc avec un État central, mais aussi des collectivités locales, des départements et des municipalités qui sont assez fortes. Ces départements et ces municipalités, bien souvent, sont tenus en fait par le pouvoir politique dans ces espaces-là. Il est tenu par des élites locales qui sont évidemment aussi très liées au monde agraire. Et donc, dans ces collectivités-là, par exemple, elles refusent dans un certain nombre de territoires, elles refusent de participer, de collaborer tout simplement au travail de l'Agence nationale de terre qui doit recenser le foncier non utilisé. Donc, refusent c'est une tactique très, très, très prosaïque, disons, de résistance, refuser de partager des informations, refuser d'amener les fonctionnaires de l'Agence nationale de terre qui se rendent sur place pour des missions de terrain, refuser d'appliquer des décisions de justice. On a des centaines d'exemples ces 2 dernières années de décisions, par exemple, qui sont prises depuis l'Agence nationale de terre. L'exemple paradigmatique, c'est lorsqu'un grand propriétaire foncier, en fait, a accumulé du foncier qui appartient au domaine public, donc qui appartient à l'État. Et donc, il y a une décision de justice ou une décision administrative, donc soit un juge, soit l'Agence nationale de terre qui dit, bah, cette terre-là, il faut la récupérer. Cette décision, elle est envoyée à la municipalité. Et elle est envoyée à la police à l'échelle locale. Aussi bien le commandant de la police que le maire, ils refusent de l'appliquer. Ou ils disent non mais en fait on peut pas y aller, ou on voudrait bien y aller mais on n'a pas d'essence pour les voitures, et puis ça traîne, et puis et il y a des enquêtes qui montrent bien qu'il y a tout un tas de situations de ce genre-là qui s'accumulent, et que se disent ces gens? Bah, ils se disent on a le temps pour nous, puisqu'en fait la durée du gouvernement elle est de 4 ans, et dans 4 ans, enfin dans 3 ans maintenant, même pas, dans moins de 3 ans, les cartes seront rabattues, et on sera plus embêté. Donc la réforme agraire, en fait, elle nécessiterait non pas une réforme législative, mais par contre une transformation en fait de l'application du pouvoir dans l'espace local qui n'est pas véritablement à l'ordre du jour. Donc pour résumer tous ces éléments, je pense que le gouvernement est arrivé dans une situation dans laquelle il n'avait pas la capacité administrative de pousser un certain nombre de réformes. Il a manqué peut-être aussi d'habileté politique. Il s'est, dans les premiers mois du mandat, s'est empêtré aussi dans des crises internes qui ont déchiré, disons, les partisans d'une ligne modérée avec les partisans d'une ligne plus radicale. Dans un contexte de centralisation de la prise de décision dans les mains du président, qui a pas fait du bien justement à cette dynamique interne. Et parallèlement, c'est un gouvernement, même dans un État qui fonctionne, bah, il doit composer avec tout un tas d'acteurs, et ces acteurs, clairement, ils cherchent à faire de l'obstruction, à gagner du temps, en se disant que de toute façon, à la fin du mandat, les choses redeviendront comme avant.
Merci beaucoup, Jacobo. Du coup, vous apportez quelques éléments de réponse, je pense, à la dernière question qui nous a été posée dans le chat sur les résultats des dernières élections locales. Comment peuvent-elles aider ou contrarier l'avancée des réformes? Bon, bah, concernant les questions liées à la réforme agraire, on voit effectivement que cela peut faire barrage. Vous pourrez apporter des compléments. Est-ce que sur cette question du monde paysan, la reconnaissance d'un statut du paysan qui a été voté permet quand même voilà, à la paysannerie d'obtenir des droits et peut-être d'aller vers un développement d'une agriculture qui valorise moins les grandes exploitations, mais plus essaye de valoriser les petites exploitations et un développement de l'agriculture familiale. On sait que c'est quand même un enjeu de taille dans ce pays, confronté aussi à la nécessité de trouver des cultures alternatives à la cocaïne, etc. Et à aussi organiser les conditions de subvenir aux besoins alimentaires des populations et générer aussi des revenus dans le monde paysan pour les populations pour pouvoir vivre dignement. Donc ça, c'est une question peut-être que vous aurez des réponses parce qu'il faut quand même qu'on avance, le temps passe vite. Il y a aussi, Jaime, tu as commencé à l'aborder, mais la question des ressources énergétiques. Le pays est très exportateur d'hydrocarbures, de charbon, tu l'as rappelé. La volonté du président actuel, c'est d'essayer de diminuer, voire de fermer des mines de charbon, de ne plus attribuer de licences d'exploitation, d'extraction du pétrole. Est-ce qu'il y a des résultats de ce point de vue-là ou est-ce qu'on est quand même dans une tension, dans la nécessité aussi de faire rentrer aussi des devises, de financer les politiques gouvernementales? Donc ici, c'est toute la question de la sortie possible ou pas du modèle extractiviste et de la réalisation des ambitions environnementales du président et du gouvernement qui sont fortes, mais qui voilà, se heurtent aussi à un rapport de force avec les multinationales, notamment du secteur des hydrocarbures. On sait aussi que la Colombie est un exportateur de cuivre, de nickel. Donc vraiment, cette question des ressources minières aussi est centrale. Donc peut-être vous pouvez apporter quelques éléments et puis ensuite on reviendra sur le processus de paix, le concept de paix totale, qui est aussi une spécificité du président et du gouvernement actuel. On essaye de pas trop. Voilà. Les résultats des élections de 29 octobre étaient, disons, du point de vue des résultats des élections 2022, contrastés du point de vue exactement là où l'on a avancé en 2022 dans les élections de congrès et puis des élections présidentielles, ne se reflète exactement dans les résultats des élections de cette année. Disons que ce sont des élections locales où il y a d'autres rapports politiques et, et formes de domination qui font partie de la structure politique de l'État colombien et donc de la domination de classe, disons, qui a des ressorts très importants dans le local. Alors, cela ne veut dire que le pacte historique, par exemple, euh, soit en train d'aller en arrière. Non, ce n'est pas exactement comme ça. Dans la plupart du pays, le pacte historique, là où il a pu surtout voter en unité, c'est conservé et même avancé. Nous n'avions comme pacte historique que des conseillers municipaux et nous n'avions pas de députés départementaux dans plusieurs départements. Cela s'est gagné relativement, pas grand-chose à mon point de vue. Et quelques maires, mais dans les villes les plus importantes,
c'est un autre rapport de force qui s'est manifesté. C'est la situation de Barranquilla, par exemple, où le dit clan Char. Cela veut dire un groupe très lié aux mafias de la drogue et de l'argent, disons, sale, qui a maintenu le contrôle de Barranquilla. C'est pas qu'ils ont gagné, non, ils ont maintenu ce qu'ils ont, ils savaient déjà à Barranquilla. À Medellín, et le département Antioquia, qui a été traditionnellement un fort de l'uribisme, Álvaro Uribe. Cela a été retourné aux mains d'Uribe, vraiment. C'est ce qui s'est passé là. En el département de Valle del Cauca, Cali, on est allé en arrière dans la mairie de Cali, mais dans le département comme tel, c'est maintenu ce qu'il y avait avant, disons, du point de vue politique, je veux dire. Donc, si l'on regarde l'ensemble du pays, le pacte historique n'avance pas du point de vue des élections locales, mais ne, ne va en arrière non plus du point de vue de ces possibilités dans d'autres collections, dans d'autres conditions du point de vue électoral. Alors, les conséquences de cela, je le disais tout à l'heure, se manifestent surtout dans les possibilités de reconstruire un peu les conditions pour que peuvent avancer les réformes dans le congrès du pays. C'est pas facile. Nous n'avons vu encore un résultat qui puisse transformer ces rapports de force qui est actuellement au congrès. Même le pacte historique a perdu à peu près 6 ou 7 de ces parlementaires parce qu'ils ont été mis à l'écart par le Conseil d'État à propos de quelque chose qui s'appelle en Colombie militance double ou double militance, en supposé qu'un dirigeant politique est affilié de façon simultanée à deux groupes politiques divers. Cela est une question très curieuse parce que cela ne s'applique pas au parti de la droite d'une façon aussi stricte qu'on l'appliquait à 6 parlementaires du parti historique. Mais au fond, la question des résultats électoraux d'octobre montre, disons, les difficultés qui, qui étaient prévisibles du point de vue du développement de la politique du gouvernement Petro. Surtout dans la question de mécontentement du point de vue de la situation des hydrocarbures et du prix des combustibles, mais également des conditions de l'inflation dont on a déjà parlé. Ce que nous voyons maintenant, c'est la possibilité de rencontrer dans ce qui le temps court à l'encontre de la situation actuelle. Le temps restant de gouvernement, 2 ans et demi à peu près, ne nous favorise pas du tout et les réformes ne passent pas au Congrès encore, au moins jusqu'au moment. Et nous prévoyons que cela ne sera pas facile qu'elle puisse passer. Donc, il y a des mises très fortes dans la situation politique. Je vois le président
essayer des efforts à l'envers des classes dirigeantes, de la classe dirigeante, du secteur de la bourgeoisie colombienne, qui est une bourgeoisie composite. C'est une bourgeoisie qui a une caractéristique, disons, d'une certaine façon structurelle. Nous avons pu avancer comme force de gauche parce que la bourgeoisie colombienne divisée. A été divisée par la question de la guerre ou de la paix, de l'issue politique à travers le dialogue, les accords ou le maintien de la politique de guerre. Ça a divisé transitoirement, si l'on veut, à différencier deux secteurs clairement marqués de la bourgeoisie colombienne, qui se traduisent dans la forme des partis politiques et le regroupement des partis politiques tel qu'ils s'expriment au Congrès actuellement. Et donc, il y a une opposition au gouvernement qui est conformée par la plupart des partis de la droite, qui essaient de se regrouper, mais la droite n'est pas tout à fait regroupée dans ces, disons, extrême droite qui essaie de maintenir, disons, la vision, la position d'Uribe, qui a maintenu Uribe au cours de ces années. Mais cela ne veut pas dire que cette situation va se maintenir tout le temps. Nous savons et nous croyons que, par exemple, ce qu'on appelle le courant santiste de M. Santos, qui a une influence sur deux secteurs qui sont très importants de la société colombienne. D'une part, un secteur de patrons, de gros entrepreneurs du pays, de capitalistes, et d'autre part, sur une partie très importante de l'armée colombienne. L'armée colombienne également a, a été soumise à une situation de changement de la part du ministère de la Défense et de la politique de Petro dans l'idée d'un renouvellement de la composition et de l'écartement de la plupart des hauts officiers de l'armée ils sont en train d'être judicialisés de par les crimes d'État au cours de la guerre. Les dits falsos positivos, le fusillement des innocents, disons. Et une autre partie de l'armée qui accepte de participer à la politique de paix du gouvernement. Mais également dans la bourgeoisie qui est en faveur de la paix, Petro travaille à avoir, disons, de nouveaux alliés. Il s'est réuni avant-hier avec une partie des gros représentants du patronat en Colombie, qui sont des gens avec beaucoup de pouvoir, qui sont des gens qui ont l'opportunité de dicter au gouvernement les politiques économiques. Mais ce n'est pas toute la bourgeoisie, ni même pas toute la bourgeoisie qui appuie, qui est à l'opposition de ce gouvernement. Par exemple, une partie très importante de la bourgeoisie colombienne, qui est le groupe qu'on appelle Groupe Empresarial Antioqueño, Groupe Empresarial de Antioquia, GEO, n'a pas été encore convoqué. Et une partie très importante du groupe empresarial antioqueño est à l'opposition et est allié d'Uribe, disons. Mais pas tout. C'est pas exactement que. Donc, Petro doit chercher des alliés dans la bourgeoisie et
en fouillant avec beaucoup d'attention pour essayer de séparer des positions politiques et d'essayer de compromettre, d'engager une partie de cette bourgeoisie dans les conditions de ce qu'il appelait une espèce d'accord national. L'accord national, une, une espèce de modèle gouvernementalité qui soit suffisamment capable de permettre au gouvernement d'avancer dans une partie substantielle de la réforme et de l'application de sa politique, du plan de développement tel qu'il était, du plan de gouvernement tel qu'il était accordé par par la plus populaire l'année dernière. Et finalement, Petro a gagné dans le plan international un prestige. Il est un très bon expositeur des idées et a créé autour de lui une image internationale qui est très importante parce qu'a permis que la Colombie sorte de cette dépendance face à la politique extérieure des États-Unis et la soumission aux postures de l'impérialisme, disons. Et cela a créé de nouvelles conditions de rapprochement avec, par exemple, le Venezuela. Petro est allé à Caracas et a parlé même d'un accord sur la question pétrolière entre PDVSA, qui est l'entreprise vénézuélienne, et Ecopetrol, qui est l'entreprise colombienne, pas seulement sur la question du gaz, pas seulement sur la question des hydrocarbures comme tel, mais dans la possibilité de travailler ensemble dans la substitution justement de ce type de formes d'énergie qui doivent être substituées dans le plan de décarbonisation qui est posé comme partie de la politique de Petro. Et encore, je dirais que cette position de Petro est très importante du point de vue de la situation internationale face à la situation d'Amérique latine. Vous disiez, il y a quelques moments qu'il y avait une situation grave con la situation d'Argentine. Et je veux dire que la situation d'Argentine doit être vue du point de vue également de l'ensemble de la situation politique et géopolitique mondiale. L'Argentine vient d'être admise aux BRICS. Et c'est justement quand cela se produit que a lieu en Argentine justement un changement si dur, si violent de la situation. Mais Petro a sur cela une position assez claire face à certaines positions en Amérique latine, la position de Madame Boluarte au Pérou et face à la position de Monsieur Milei en Argentine, des postures qui sont compatibles avec l'idée d'une position d'indépendance et de ne pas se mettre à la queue de ces gouvernements ni de la politique qu'ils refont. Et finalement, je dirais le suivant, c'est très important la politique et le plan de développement colombien de Petro autour de la défense de l'eau et de la question de faire face au changement climatique comme partie d'un programme de gouvernement. Donc, pas seulement la question face à l'extractivisme, mais la question de la préservation, de la conservation de l'ambiance, du milieu, et dans des conditions très dures, très fortes de phénomènes comme celui du Niño, ici dans les Andes équatoriales,
qui affectent très fortement les précipitations et les sécheresses qui se suivent les unes aux autres, euh, normalement. Donc, en définitive, je dirais qu'il y a une perspective avec des mises très fortes pour le gouvernement, mais il y a des conditions pour avancer. Si la bourgeoisie était divisée et nous avons avancé dans cette brèche-là, il faut dire une chose additionnelle, réaffirmer une chose que je dis qui est très importante, qui est celle de le programme de changement populaire, les programmes de transformation démocratique qui sont mises déjà sur le débat public, le débat national en Colombie, ne sont des questions simplement de spécialistes, mais sont des revendications très fortement soutenues, longuement soutenues, à travers des luttes très dures, très continuées des bases sociales et bases populaires du pays, dans tout l'ensemble du territoire national. Voilà Merci. donc cette question-là qui est importante à prendre. Merci, Raïm. Merci. Jacobo, ça fait beaucoup de Euh, questions. Beaucoup de questions et très peu de Beaucoup temps de parce que sujets. je vais devoir vous quitter dans quelques petites minutes. Donc, je ne sais pas si vous voulez aborder une dernière question. Moi, c'était la série que j'avais posée autour de la question de l'extractivisme. Il y a aussi la Raimé qui a soulevé aussi d'autres sujets sur les questions environnementales, la lutte contre le changement climatique. On en a dans le chat sur est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été entreprises sur la lutte contre les discriminations raciales, les discriminations à l'encontre des Afro-Colombiens et des indigènes. On a aussi une question sur le risque éventuel à l'issue de ces 4 ans de gouvernement de la gauche, de voir peut-être un candidat d'extrême droite l'emporter en Colombie, du style qui ferait la jonction entre Milei et Bukele. On a aussi la question de la justice, mais je crois que ça a été en partie abordé par toi, Raimé, sur voilà, on a la volonté de mettre en œuvre une paix totale, mais il ne faut pas aussi oublier la justice, le fait que ceux qui sont responsables d'exactions et des assassinats, etc., doivent être aussi jugés. On a dans la question donc quelqu'un qui faisait référence au général Zapatero et qui a fait l'expérience des exactions en Colombie. Et puis enfin, on a une question sur aujourd'hui où en sont les mobilisations de la jeunesse et quels sont les espaces investis par les mouvements sociaux. Donc, je vous les livre tels quels. Oui, alors, si vous voulez, je répondrai sur celle sur laquelle je suis le plus compétent, donc c'est sur la question du modèle économique et de ce qu'on appelle l'extractivisme. Euh, La Colombie, comme beaucoup de pays latino-américains, a poursuivi durant les années 90 un processus qu'on appelle de reprimarisation, c'est-à-dire une dépendance de plus en plus accrue par rapport au secteur primaire. Donc l'économie, l'essentiel de l'économie repose sur les devises apportées par l'exportation de matières premières. Donc matières premières à la fois issues de l'extraction minière, et pétrolière et donc également des productions agro-industrielles. 52% des exportations colombiennes proviennent du secteur primaire aujourd'hui. Ce qui permet en fait de se rendre compte de l'ampleur du défi d'une transformation économique. Le discours du gouvernement a mis l'accent très fortement sur une transformation structurelle de l'économie. C'était un point central dans la campagne, notamment vis-à-vis, et ça fait la jonction avec d'autres discussions qu'on a eues vis-à-vis des mouvements sociaux, particulièrement des mouvements environnementalistes, paysans et des populations indigènes, pour lesquels cette question de la protection de l'environnement et de la sortie du modèle extractiviste est extrêmement importante. D'ailleurs, la personne qui incarne au sein du gouvernement aujourd'hui cette sortie du modèle extractiviste, c'est la vice-présidente Francia Marquez. Le président a tenu un discours assez fort sur ce plan-là. Notamment en mettant sur la table à l'échelle internationale l'idée d'un échange entre dette et
émissions de carbone économisées, enfin diminuées. Donc l'idée étant de diminuer de compenser la diminution des émissions, les efforts de la Colombie dans la diminution des émissions par une annulation de dette. Et il a posé cette question-là comme quelque chose qui ne concernerait pas que la Colombie, mais tout un tas de pays du Sud, avec une idée de justice environnementale. Enfin, c'est des choses sur lesquelles tout un tas de gens dans les mouvements sociaux et autour d'un certain nombre de groupes de pensée critique travaillent depuis des années maintenant. Tout ça, c'est des gestes politiques importants. Cependant, pour l'instant, on ne voit pas du tout de matérialisation de cette sortie du modèle extractiviste. Il faut être très clair là-dessus parce que je pense qu'il faut... Enfin, il ne s'agit pas de faire le procès d'un gouvernement qui a commencé il y a 1 an et demi, mais il est clair que l'agence étatique qui s'occupe des licences environnementales, donc des autorisations d'exploration, par exemple, de pétrole et de gaz, a continué à délivrer des autorisations, alors que sur le discours, le président et celle qui était alors la présidente de l'énergie, enfin la ministre, pardon, de l'énergie, et n'arrêtait pas de dire qu'on allait sortir du modèle extractiviste. Donc il y a une déconnexion, il y a une relative déconnexion en fait entre les discours et l'activité administrative de l'État qui se poursuit plus ou moins sur le même modèle. Il n'y a pas vraiment eu de transformation ni de la politique publique d'extraction minière et pétrolière et gazière, ni disons, de transformation dans la façon de traiter avec les entreprises du secteur. En réalité, je pense, il y a une lutte forte à l'intérieur du gouvernement entre des gens qui voulaient aller plus en avant et des gens qui freinaient avec la crainte, en fait, qu'une sortie de ce modèle économique déclenche une crise économique d'ampleur. Et du coup, la position qui pour l'instant perdure est celle de la continuité avec la politique passée. Sur la question du charbon, c'est très parlant puisque le charbon est quand même l'énergie la plus sale de celle qui est extraite en Colombie. La Colombie est un exportateur important de charbon. Le marché cette année se porte très bien puisque la demande de charbon est très importante, notamment en lien avec la crise énergétique déclenchée par l'intervention russe en Ukraine. Et donc, la Colombie a profité de ces opportunités d'exportation et il y a même eu l'avancement d'un projet d'extension de mines et d'ouverture de nouvelles exploitations charbonifères sans que le gouvernement fasse vraiment de gestes ou prenne des initiatives pour arrêter ces développements-là. Merci Rakobo. Donc je sais que vous devez nous quitter, mais peut-être est-ce qu'on peut quand même apporter quelques éléments d'éclairage sur ce concept, changeons de sujet, de paix totale voulu par le gouvernement et Petro, à savoir qu'il envisage d'ouvrir des négociations avec tous les groupes armés, y compris ceux qui sont actifs dans le commerce de la drogue. Tout ça pour dire que, en tout cas concernant la lutte anti-drogue, celle qui a été mise en œuvre jusqu'à présent s'est soldée par des échecs, et qu'aujourd'hui, face à la résurgence de la violence, la reconfiguration des groupes armés, la reprise aussi des mouvements de guérilla, et puis une culture de la cocaïne qui est foisonnante. Enfin, c'est toujours le premier producteur mondial et le record de production explose. C'est l'idée de proposer un autre type d'approche et de faire rentrer dans le cadre de la légalité l'ensemble de ces groupes, négocier avec eux. Mais cette position, elle est aussi critiquée notamment à gauche, parce que ça pourrait se conclure par aussi une absence de justice
de condamnation des groupes, qui voilà, font des exactions et sont dans l'illégalité. Donc, comment vous percevez ce concept? Quelles analyses vous faites de ce concept de paix totale? La question de la paix totale, comme consigne, nous n'avons pas été tout à fait d'accord avec cette idée de totalité. Nous croyons que c'est plutôt l'idée d'intégralité qu'il faut tenir comme idée dans la nécessité de s'attaquer à diverses formes qui ne sont pas nullement, qui ne font pas partie d'une seule organisation, ni d'un seul projet. Et même des questions qui sont de l'ordre de la délinquance internationale en matière enfin, de trafic et, et de mafia. Mais il y a à ce moment de dialogue très important, celui avec l'ELN, qui est un dialogue complexe. Le ELN a été très difficile à se concrétiser sur une négociation proprement dite au cours de dernières années. Et, et n'est pas clair du point de vue de ce but de laisser les armes et de se adapter à une forme de solution politique type celle qui a été vue avec les FARC officiellement. Il y a également ce qu'on appelle en Colombie les dissidences, les secteurs qui sont, qui ont succédé aux FARC, qui sont restés un peu d'un point de vue résiduel dans des régions complexes, sont des, des groupes qui ont été instrumentés également par l'intelligence militaire de l'armée colombienne et une partie de l'intelligence militaire colombienne actuelle au pouvoir, disons, qui est dans la conspiration contre le gouvernement Petro. Petro est soumis d'une certaine façon à la création des conditions d'un coup d'État. Maintenant ou après, c'est une possibilité toujours mise sur la table. Il Ouais. faut. Excuse-moi, Raïm, je t'interromps parce que j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû passer la parole à Jacobo parce qu'il me signale qu'il doit vraiment nous quitter. Donc, on reprendra ensuite. Je te redonnerai la parole ensuite, Raïm. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour répondre très vite à la question, donc, enfin, la Colombie se retrouve dans une conjoncture post-accord de paix, qui est une conjoncture assez classique de beaucoup de pays dans ces situations-là, dans laquelle en fait il reste des groupes qui n'ont pas signé l'accord de paix de 2016, et il y a aussi des groupes qui ont profité en fait de la démobilisation des FARC pour prendre pied dans les zones que la guérilla a quittées. Soit dit en passant, c'est aussi lié à l'incapacité de l'État à redéployer un contrôle direct dans ces zones-là. Je pense il y a une vraie responsabilité historique à la fois de la dernière année du gouvernement Santos, dans laquelle on était avec un gouvernement totalement épuisé, avec assez peu de capital politique et puis un personnel administratif qui était déjà en train de penser aux élections suivantes, et puis surtout une grande responsabilité historique du gouvernement de Duque qui n'a pas mesuré l'ampleur enfin, l'importance en fait du redéploiement de l'État dans ces régions-là. C'était une question d'État avant d'être une question de gouvernement. Et il y a eu une politisation de la question de l'application des accords de paix qui a totalement occulté la priorité qu'il y avait à redéployer l'État dans les régions où la guérilla s'était démobilisée. Donc finalement une dilapidation d'une partie des conquêtes de l'accord de paix. Le résultat de ça est
une montée en puissance des groupes armés liés au narcotrafic qui sont en partie aussi héritiers de l'histoire des groupes paramilitaires. Donc, ce sont des milices paramilitaires, en fait, mais dont le contenu politique aujourd'hui n'est plus réellement très présent. Euh, euh, voilà, est essentiellement constitué autour du contrôle des routes du trafic de la drogue. Ensuite, il y a ce que la presse colombienne appelle les dissidences. Le mot me paraît enfin peu exact parce que beaucoup de ces dissidences sont en fait effectivement des anciens cadres des FARC, mais une partie, enfin toutes les recherches montrent qu'une partie assez importante des membres de ces groupes ne sont pas des anciens guérilleros, ce sont des nouvelles recrues ou parfois des gens qui circulent en fait dans le métier des armes en quelque sorte entre différents groupes armés, puisque la Colombie est un grand, enfin est un espace dans lequel il existe énormément d'employeurs potentiels pour un professionnel de la violence, comme on dit dans le jargon universitaire. Et puis, à côté de ces dissidences, il y a un groupe de guérilla qui persiste, le LN, l'Armée de Libération Nationale, dont les caractéristiques rendent très difficile une négociation, puisque là où les FARC étaient un groupe à structure pyramidale, avec un commandement centralisé, avec une vraie capacité d'imposition par le commandement d'une orientation politique à une très grande partie de leurs membres, le LN est un groupe beaucoup plus éclaté, dans lequel l'engagement à négocier du commandement central ne préjuge en rien, en fait, du fait que la base suivra. Donc, les négociations sont franchement mal parties, hein, avec une difficulté à faire, à amener aucun de ces groupes vers enfin, un agenda clair de négociation, une feuille de route. Voilà, on a eu quelques gestes, mais pour l'instant, c'est très fragile. On a aussi une grande difficulté qui est celle de négocier avec des groupes, enfin, qui est une difficulté juridique, mais qui se transforme en difficulté politique, puisqu'un certain nombre de ces groupes-là peuvent pas être considérés comme des groupes à visée politique. Or, la loi colombienne prévoit qu'on peut négocier avec des groupes armés à caractère politique, mais une négociation avec des groupes qui n'ont pas ce caractère-là, qui sont essentiellement des groupes criminels, est une négociation qui se passe dans un autre cadre, qui est celui de la collaboration avec la justice, comme on a dans tout un tas de pays occidentaux. Et cette collaboration avec la justice, c'est tout simplement un échange de bénéfices en termes de justice criminelle, un échange d'informations, de collaboration, voilà. Et or, c'est pas à ça que ces groupes s'attendent. Ces groupes s'attendent à un traitement beaucoup plus généreux de la part de l'État. Or, légalement, aujourd'hui, l'État n'a pas la capacité à fournir ce traitement-là à toute une partie des groupes armés dont le caractère politique est difficile à prouver juridiquement. Du coup, il faudrait faire passer encore une autre loi, encore une autre réforme dans un contexte politique dont on a compris la complexité. Et à côté de ça, il y a eu aussi une très grande difficulté à porter politiquement ces négociations. Et puis, je finirai par un dernier point qui est quelque part un point paradoxal, c'est-à-dire que ce qui a permis les négociations avec les FARC, c'est aussi un très fort capital politique dans le premier mandat de la présidence Santos et la première année de son deuxième mandat, grosso modo. Donc, Juan Manuel Santos arrive au pouvoir en 2010. Dès 2012, il y a un engagement officiel de négociation avec les FARC. Ces négociations se déroulent entre 2012 et 2016. Sur les premières années de ces négociations, il y avait un capital politique très fort. Il y avait un accord politique large de la gauche, du centre et du centre droit, disons, autour du bien fondé de ces négociations. C'était vu comme une priorité d'État. Les seuls qui les attaquaient et qui ont fini par marquer des points dans ces attaques, c'était la droite radicale. Or, aujourd'hui, en fait, les négociations, c'est une priorité pour
très peu de monde, parce qu'en fait, la conjoncture politique est passée à autre chose. Les négociations l'idée de paix totale a été une volonté, je pense aussi, de relancer cette machine politique, cette mobilisation politique, mais dans un contexte post-accord de paix, dans lequel pour une partie de la population, bah, la paix elle a déjà été négociée. Donc, voilà, il y a une difficulté aussi à mobiliser, à donner de la légitimité politique à ça, à donner de la centralité politique à cette question-là. Merci beaucoup. Vous devez nous Mm. quitter. De toute façon, on Oui, tout s'approche à fait. de la fin. Je suis vraiment désolé, mais je vous remercie encore pour votre invitation. Bah, merci à vous. Et puis, c'est bien de conclure aussi avec cette question de la construction de la paix. Donc, bah, merci. Bonne soirée. À bientôt. Jaime, je te redonne la Merci. parole pour des éléments de réponse et une conclusion. Bueno, muchas gracias sobre todo, surtout, je voulais dire merci au propos de Jacobo, c'est qu'il a posé des questions très intéressantes qui, qui, se- qui sont parfaitement compatibles avec ce que je suis venu disant à cette occasion. Et, je voulais finir seulement euh, euh, soulignant la, la- les questions qui ont à voir avec le, disons, la situation économique et les possibilités de- d'une projection de ce gouvernement, de cet élan démocratique des changements en Colombie, comme la possibilité d'un d'un gouvernement prochain qui pourrait continuer de travailler les questions qui ont été mises dans le débat public. Je crois que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous travaillons au regroupement du pacte historique, à, à surtout regagner les bases sociales comme le fondement de toute possibilité d'issue. Nous ne pouvons pas avoir de la confiance avec des alliances avec des secteurs de la droite, bien qu'ils soient de moment intéressés à résoudre quelques difficultés en accord avec même le président Petro, mais surtout aussi que les réformes doivent rester à moitié. La question des réformes du travail, la réforme de la santé, la réforme de la retraite, la réforme de l'éducation, de l'instruction publique, qui est une des réformes les plus importantes, sont des réformes qui ne sont pas mise à une discussion conjoncturelle, mais qui doivent répondre à une question structurelle, profonde, et qui sont, disons, déjà le drapeau de n'importe quel gouvernement démocratique qui puisse, dans le futur, en 2026, ce sont 4 ans seulement de présidence qui est en Colombie établie. Et donc, il faut avoir une projection à futur, euh, mais il faut compter 2 années et demie qui restent, qui seront d'une très forte confrontation sociale. Nous croyons que c'est très important de la suivre avec la meilleure des volontés possibles pour essayer de continuer cette vision de changement qui est très importante pour la Colombie, mais aussi pour l'Amérique latine et pour les amis du monde. Merci, Christelle. Ben, merci beaucoup, Jaime, pour ce propos de conclusion qui nous montre bien que effectivement c'est un travail sur le long cours qui va dépendre bien évidemment des mobilisations sociales et de la capacité des populations et de la société colombienne à continuer de se mobiliser pour ce projet de gouvernement, le gouvernement du changement. Parce qu'effectivement, en un mandat présidentiel de 4 ans, ça laisse peu de temps pour mettre en œuvre tous les chantiers annoncés.
En tout cas, ça nous a vraiment permis de rentrer dans la complexité de la vie politique colombienne et des nombreux défis qui sont au cœur de l'actualité du pays. Donc, merci Raimé pour ta participation. J'en profite pour signaler que si vous êtes intéressé pour revenir sur l'histoire du conflit et notamment de la répression de l'Union patriotique et des militants politiques et sociaux dans la décennie 80-90, vous pouvez aussi relire la publication ou lire la publication aux éditions de la Fondation Gabriel Péri de Loïc Ramirez, La Rose assassinée, qui est sortie en 2015 et qui revient sur toute cette période. Et puis, on se donne rendez-vous pour nos deux prochaines rencontres qui porteront le 7 décembre sur la politique migratoire. Et puis ensuite, le 13 décembre, sur les extrêmes droites en Europe. La vidéo de cette visioconférence sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. On veut remercier de nous avoir suivis. Bonne soirée. Merci Raimé. Et voilà, on souhaite le meilleur avenir possible à la gauche colombienne. Au revoir.